Tu les entends, ils ont tous fait fortune. Hein. Hein, mais comme je dis, au moment de payer l'addition, il n'y a personne. Tu vois. C'est pas possible. On te dit des 10% par mois, 20% par mois. Tu sais, moi, quand ça brille trop, je me méfie. Je crois au travail, moins au rêve. Le syndrome de l'objet brillant. La créativité ne fait pas tout. C'est la régularité qui fait la réussite. Hein. Tu dépenseras tes sous comme tu les as gagnés. Si tu les as gagnés facilement, tu les dépenseras facilement. Il y a moi qui ont acheté des formations en ligne, elles me disent on les a jamais ouvertes. Il y a une étude qui est réelle. 80% des personnes qui ont acheté la formation ne vont même pas au bout du premier module. Ils veulent plus de toute façon les gens être en CDI. Il y en a plein qui ont compris qu'il n'y aura pas de retraite. Tu as un problème avec un salarié en France, tu vas au prud'homme, tu as 90% de perdre. Bon, j'ai des gens qui avaient fait des faux contrats de travail, qui ont été au prud'homme, qui ont gagné de l'argent, mais je dis aux juges, ils n'ont jamais bossé chez moi. Oui, mais tu sais, ils se prennent pas la tête, quoi. On distribue. Attends, là, il y a le plan CPF. Il y a le plan, je sais pas quoi, là, pour les maisons, là. Les isolations. Isolation. Attends, l'État, ils vont débloquer 1 milliard, 2 milliards, isolation. Les aides Covid. Ils ont mis des bureaux à Marrakech, ils ont envoyé les aides Covid. Non, moi, ça me rend triste. Tu sais combien j'ai payé en tout, en France, entre les impôts et les charges? Dis-moi. C'est incroyable. Les amis, je vais vous interrompre quelques secondes avant de commencer l'épisode. Si vous aussi, vous avez l'impression d'apprendre plein de choses à travers nos vidéos, alors je vais vous demander de vous abonner. Ça nous donne beaucoup de force et c'est grâce à ça qu'on va continuer à faire des vidéos, des masterclass, plein de contenus gratuits qui pourront vous aider. Le partage d'expérience n'a pas de prix, alors laisse vous abonner avant de commencer. Merci les amis. Hakim, comment tu vas aujourd'hui? Wissem, ça va et toi? Ça va? Nouvelle journée? Nouvelle journée qui commence. Épuisante. Ouais, épuisante. Toujours aussi fatigué? Ça va un peu mieux, Ça va un peu mieux. j'espère que je pourrai donner des bonnes informations. Donc on est là encore pour tourner quelques vidéos. Ouais. Donc là aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler encore de sujets divers et variés concernant l'entrepreneuriat, le business. Là on va faire un peu on va dire un mélange de tout ça. Et toutes les questions en fait qu'on avait dans le précédent podcast, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, on va les évoquer. On va les évoquer ici. Avec grand plaisir. Donc tu te sens bien là? Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Discuter. Ouais. Tu veux un café? Non, merci. Un thé à la menthe, t'as pas? Non. Dommage. Thé à la menthe à Marrakech à 50 degrés. Tout à l'heure, t'as vu, on roulait, t'as pris en photo 47. Ouais, mais il faut boire du chaud dans un pays chaud. Ouais. C'est ce qu'ils faisaient les Sahraouis. Exactement. Comme ça, t'as plus soif. Bon, et bah écoute, c'est parti. Allez, go. Je vais te poser première question sur le business, sur l'entreprise. On a énormément parlé précédent podcast des levées de fonds, de la holding, voilà, tous ces thèmes-là. Mais on n'a pas évoqué un sujet, c'est la vente de ton entreprise. Une fois que tu fais, as une entreprise qui est profitable, etc., tu as plein de gens qui ont des entreprises et qui ne savent pas comment les vendre ou qui ne connaissent pas trop aussi le processus. Donc, petite question par rapport à ça. Comment se passe une vente d'entreprise? Comment on la met en vente? Est-ce que tu as des exemples, par exemple Ça dépend, si tu veux, de la taille de l'entreprise. Comment on la vend? Donc, un petit fonds de commerce, par exemple, tu as une société, un fonds de commerce, tu vas la donner à l'agence du coin, qui va trouver un acheteur. Ou alors, si tu es franchisé, par exemple, tu vas essayer de vendre à un autre franchisé du réseau en passant par le franchiseur, en disant, voilà, j'ai envie de me séparer de mon restaurant, de passer à autre chose. Et si tu vends une entreprise un peu plus importante, tu vas faire appel à ce qu'on appelle des banquiers d'affaires. Tu as des sociétés, des banquiers d'affaires, des petits fonds ou alors des intermédiaires qui vont aller trouver des acquéreurs, que ce soit personnes physiques ou fonds d'investissement, et qui vont venir pouvoir acquérir ton entreprise. Après, la valorisation, elle se discute avec des spécialistes qui vont, en fonction de ton résultat, de ta trajectoire de croissance, ce qu'on achète, c'est l'entreprise, son chiffre d'affaires, son résultat, mais aussi son potentiel à devenir et à générer de la richesse. Et après, on va trouver une valorisation médiane. Par exemple, j'ai une entreprise, elle fait 2 millions de bénéfices. Elle est dans un domaine où ça se valorise à 10 fois le bénéfice, donc à 20 millions. J'ai en tête une projection comme quoi, dans 3 ans, je ferai plus de 2 millions, mais 6 millions de bénéfices. Donc, elle vaudra 60 millions. Et ben, on va couper la poire en deux et on va dire, on fait comme si on faisait 4 millions de bénéfices et on la valorise à 40 millions tout de suite.
D'accord? Donc, tu vends un prévisionnel. D'accord. Et après, ça dépend comment tu vends. Il peut y avoir une partie comptant, une partie en crédit vendeur. Attention, tu as aussi pas mal d'entrepreneurs, tu vois, il dit, ouais, j'ai vendu ma boîte que j'ai valorisée 200 millions. Mais des fois, il est acheté par une entreprise plus importante que lui et il lui donne pas du cash, il lui donne en action dans l'entreprise plus importante où tu n'es pas à l'abri que l'entreprise plus importante, demain, dépose le bilan. Yes. Tu vois, t'en as plein qui s'est arrivé, donc ils vendent une boîte, elle vaut 100 millions, il dit tiens, je la vends, je vais pas avoir 100 millions en cash, mais j'ai 100 millions en valorisation d'actions dans celui qui va venir m'absorber, donc je vends une boîte plus importante, et ils m'ont donné des actions, et la boîte plus importante, elle valait peut-être 1 milliard, et du jour au lendemain, elle vaut plus que 100 millions. Donc tes parts, ils valent plus grand-chose, ils valent 10 millions. Et encore, il y en a qui ont fait faillite, etc. Donc attention, l'idée quand tu vends, c'est de prendre le maximum en cash tout de suite pour passer à autre chose et peut-être un peu en crédit vendeur. Yes. D'accord, ok. Et il faut préparer la vente avant. Hein. Il y a des montages à faire. Hein. Ouais. Beaucoup de montages. Hein. Moi, quand j'ai vendu en 2014, j'ai travaillé 2 ans avant sur des montages avec la Belgique, avec la Suisse. Voilà, faire des choses bien, sinon il ne te reste rien. Et quand c'est on va dire des entreprises beaucoup plus importantes, est-ce qu'il y a un marché pour ça ou Ah ouais. Il y a un marché pour tout. Tu sais qu'il y a même un marché pour les entreprises qui ne marchent pas. J'ai vu, moi, des entreprises qui perdent de l'argent, se vendent à des prix exorbitants. Mais je dis, attends, comment ils vendent ça à 200 millions? Ils perdent 20 millions par an. Parce que ça peut être plein de choses. Parce que celui qui rachète est un gros, encore une fois, et il fait assez de bénéfices, donc il paye assez d'impôts, et il a besoin d'augmenter son chiffre d'affaires sans pour autant augmenter son bénéfice, parce qu'il est déjà trop chargé en impôts. Donc, il a peut-être besoin de la data. Ça peut être des stratégies de marché où celui qui achète a besoin de cette société pour la transformer. Peut-être, je donne un exemple, tu vends des burgers, tu achètes une société de sushi avec des franchisés qui perdent de l'argent. C'est un exemple, hein. Et toi, tu en gagnes beaucoup. Peut-être que ta stratégie à long terme, c'est de dire que tes franchisés de sushi vont ouvrir dans leur région tes burgers. Et là, tu doubles encore ton parc de burgers. Tu vois, c'est souvent des stratégies comme ça. Hein. On consolide son marché avec des stratégies à long terme de multiplicité des points de vente et on a une période vacante où on va perdre un peu d'argent. Yes. Mais on espère à la remontée. Il ne faut pas... c'est arrivé à plein de groupes. En restauration, c'est arrivé... Il ne faut pas qu'il y ait de casse après. Amres, par exemple. Amres, c'est un fonds polonais qui détenait pas mal de KFC et qui a racheté Sushi Shop. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Yes. Et, tout à l'heure, en off, on parlait un petit peu et tu m'as évoqué le terme LBO. C'est une stratégie aussi qui peut être leverage buy out. Yes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un LBO et dans quel cas l'utiliser? LBO, c'est un pur produit financier qui a été inventé, tout le monde ne le sait pas, par les Juifs. Pourquoi faire? À l'après-guerre, d'accord. Je pense que c'est ça. J'avais lu, parce que je m'étais intéressé. À l'après-guerre, certains vendaient des entreprises, des grosses boîtes, et les banques ne finançaient pas. D'accord. Donc l'acquéreur, il n'avait pas forcément de solution d'achat. D'accord. Les LBO, c'est racheter une entreprise avec le bénéfice qu'elle génère. Tu vois, donc tu crées une autre entreprise qui vient la racheter à celle-ci. Indirectement, c'est ça une LBO. Et tu dégages du cash. Donc il y a deux façons de faire des LBO. Soit c'est pour te dégager du cash à titre perso. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as une entreprise. Alors on arrondit. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a à dire, ils parlent que de boîtes à 100 millions, 1 milliard. J'arrondis à 100 millions, c'est plus facile pour moi. Tu as une boîte qui vaut 100 millions, mais à titre perso, tu n'as pas d'argent. Il y en a plein des entrepreneurs dans ce cas-là. Tu vas faire une LBO personnelle. C'est-à-dire ta boîte, tu vas l'endetter. Tu vas aller avec des banques d'affaires, ils vont l'endetter. Et tu vas dire que ton entreprise, par exemple, fait 100 millions, elle fait par exemple 20 millions de bénéfices. Et ben, tu vas demander une LBO de la valeur de ta boîte, tu vas dire peut-être 70% de la valeur, 700 millions. Et en fait, ils vont prêter 700 millions qui vont être payés par les bénéfices à venir de ton entreprise. D'accord. Mais les 700 millions, tu les prends toi à titre personnel, via une autre holding que tu fais au-dessus, et là, tu as endetté ton entreprise de 700 millions. D'accord. Ça se fait beaucoup? Ça se fait beaucoup. Tu as des exemples où... La plupart des entrepreneurs, ils ont fait ça. Ouais. Et après, tu as les LBO aussi où tu vends. Tu te sépares, mais l'acquéreur, quand il va venir,
il va financer l'entreprise avec les bénéfices à venir de l'entreprise. Ça, une LBO. Si tu te fais une LBO, tu as pris d'une entreprise 50 millions. Après, tu vas dire à l'entrepreneur, bah voilà, on fait 100 millions sous enseigne, on fait 58 millions en intégré, mais par contre, on s'était désendetté, mais aujourd'hui, j'ai fait une LBO, il y a une dette de 46 millions. C'est à lui de dire, bah, je valorise ta boîte à temps. Il va dire, ouais, mais le delta, c'est 60 millions, je valorise ta boîte, par exemple, à 50, et après, c'est toi de négocier avec lui. Tu ne vends pas pareil une entreprise endettée comme une entreprise désendettée. Donc, il faut vendre de la perspective de développement. Tu as une maison, je te prends tes parts de SCI, ta maison, elle vaut 1 million. Si ta maison, tu as 900 000 euros de crédit sur la SCI, virtuellement, ta maison, elle vaut 100 000. Donc, je te donne 100 000 pour récupérer les parts de ta SCI, puisque ta SCI, elle est endettée à hauteur de 900 000. Par contre, si tu as une maison, pareil, SCI, et tu as zéro dette, si je veux récupérer les parts de ta SCI, il faut que je donne 1 million. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des reprises d'entreprises en liquidation? Toi qui a aussi essayé de prendre courte paille. Y a plein de sujets aujourd'hui, tu as plein de choses en liquidation, hein, surtout dans un domaine, dans un marché qu'on connaît bien, nous qui est la France, tu as plein de choses et ça va de plus en plus en liquidation parce que bon, le pays aujourd'hui économiquement, voilà, ça va mal. Après, il faut savoir que ça va impacter l'Europe et même le Maghreb. Moi, je dis toujours, quand la France va mal, à part le Moyen-Orient et les États-Unis, tout va mal. D'accord ? Parce que c'est quand même un pays économiquement qui a des appuis solides. Hein. Mais tu vois, quand tu te balades à Paris ou en province, que les rues sont de plus en plus désertes, qu'il y a plus grand monde, que les magasins sont fermés, etc. J'ai vu sur Internet plus de 4000 fermetures, enfin plus de 4000 liquidations par mois. Ouais, ça ne m'étonne pas. En France. Ça ne m'étonne pas, c'est énorme. En fait, je pense qu'ils ont tellement serré à zéro la rentabilité que les gens s'en sortent plus. Moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, ils s'en sortent plus. C'est-à-dire, c'est arrivé à un moment donné où il n'y a plus de tolérance. On ne va pas se mentir, avant, un commerçant, il tenait, que ce soit un boucher, que ce soit quelqu'un qui avait un snack, que ce soit ce que tu veux, tu vois. Il tenait parce qu'il arrivait à prendre un peu d'argent de poche, on va dire. On va se le dire clairement. Donc, aujourd'hui, tu es dans un pays où il n'y a plus de liquide, de moins en moins. Et donc, tu vas te retrouver avec des entrepreneurs, des commerçants qui vont travailler du matin au soir pour avoir un salaire de 1005. Et à côté, ils ne gagnent rien, ils n'ont rien, ils n'ont pas trop de bénéfices, donc ils préfèrent fermer. Donc, tu te retrouves qu'avec des grosses firmes, tous les petits indépendants sont en train de fermer. Et même des franchisés, il y en a plein qui ferment. Ouais. Tu vois, il y a plus, si tu veux, le pourcentage de tolérance, ils ne l'ont plus laissé. Donc, les gens, ils préfèrent fermer que travailler à perte. Yes. Tu vas bosser, si c'est pour gagner moins que ton salarié, ça ne sert à rien. Ouais. Parlant de franchise, j'ai une question aussi. Entre les franchiseurs, franchisés et les indépendants, Ouais. selon toi, qui gagne le mieux sa vie? Alors, c'est trois choses différentes. Le franchiseur, il intègre dans son bénéfice les redevances, la marge des redevances qu'il te facture, plus son bénéfice. Si toi, tu es franchisé, tu vas tous les mois me donner une royalty. Je suis le franchiseur. Donc, ta royalty, elle va rentrer dans mon bénéfice à moi. Plus le bénéfice de mes restaurants. Toi, ton seul bénéfice, c'est ton bénéfice net après avoir payé la franchise. On est d'accord. Et ensuite, le franchiseur donc intègre beaucoup plus de royalties. Et il a un potentiel de développement beaucoup plus important qu'un franchisé, puisqu'il peut dupliquer. Son modèle est scalable. Il peut le dupliquer vita aeterna. Ensuite, un indépendant, il y a des super indépendants, des très belles affaires indépendantes, qui rapportent plus limite qu'un franchiseur et qu'un franchisé réuni. Ouais. Ça dépend de quel type d'affaires on parle. Si tu prends place du Trocadéro à Paris chez Carrette, je crois que c'est 7 millions de chiffre d'affaires, 1,5 million de résultats. C'est un indépendant. C'est un indépendant qui a 2 boutiques et qui fait un carton plein. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Hein. Après, il ne faut pas que les commerçants ou les entrepreneurs pensent que parce qu'ils rentrent en franchise, ça va fonctionner. Ouais. Non. Ouais. Si quelqu'un... Tu as une pizzeria, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne parce que tu es commerçant et tu sais faire tourner ta pizzeria. Ouais. Donc, un bon commerçant qui soit indépendant ou franchisé, il va fonctionner. Et limite, il va gagner plus d'argent en étant indépendant. Yes. Puisque c'est comme si aujourd'hui, ta pizzeria, je sais pas, on la passe en franchise. Bah, de ton bénéfice, on va te prendre 10%. Justement, là, c'est le sujet. On est en train d'ouvrir une autre pizzeria à 30 km de Ouais. la première pizzeria.
Et un ami à mon frère lui conseille de prendre une franchise. Et mon frère me dit, bon, apparemment ça crache bien, cette franchise-là, elle est bien. J'ai dit, écoute, on a fonctionné comme ça. On est à 30 km, les gens nous connaissent quand même, vu qu'on est à 30 km. Moi, avec les réseaux sociaux, je vais savoir faire le job. Je vois pas pourquoi on va s'infliger un truc en plus à se mettre... T'es menotté. Exactement. Tu te menottes. En fait, si tu es un semi-entrepreneur, je dis pas ça mal, hein, je dénigre personne, hein, mais si tu es un bon entrepreneur et tu as déjà fait tes preuves tout seul et que ça a fonctionné, tu n'as pas besoin d'être franchisé. Et ton affaire, tu la vends quand tu veux, tu es libre et au prix que tu veux. Pourquoi aller donner à un franchiseur 10%? Un franchiseur, il va gagner de l'argent sur toi, sur les travaux, enfin sur le matériel. Il y a de l'argent sur tout. Yes. Sinon, il ne gagne pas sa vie, le franchiseur. C'est pas qu'il veut t'arnaquer, c'est que sinon, il ne gagne pas sa vie. Ouais, c'est son modèle. C'est le modèle. Les redevances, ils ne suffisent pas. Il va gagner de l'argent sur les achats. Donc, bon, il va faire une masse, il va acheter en masse. Encore faut-il que ce soit une énorme franchise. Il va gagner de l'argent sur les achats. Il va te prendre des royalties. 7 plus 1% ou 6 plus 2, plus sur les achats, il va prendre 3-4%. Il va te prendre 13% de ta marge. Donc, s'il te permet de faire tous les ans 500 000 de plus de chiffre d'affaires, c'est à toi de faire les calculs. Peut-être que ça vaut le coup. Mais si déjà ça fonctionne bien, tu as du chiffre, ça sert à rien. Moi, je connais plein de franchisés qui ne gagnent pas de thunes. Ils ont des grosses marques, des firmes. Ils me disent, Hakim, je ne sais pas quoi en faire, je ne gagne pas d'argent. Je fais 1,3 million, 1,4 million de chiffres. Je suis franchisé de telle ou telle marque, mais je ne gagne pas d'argent. Une fois que je paye la marchandise, je paye les salariés, je paye les redevances, j'ai l'impression d'être la vache à lait. Je paye, eux, au siège, ils récupèrent l'argent et moi, je ne gagne pas d'argent. Et ça se trouve, même le franchisé au siège, le franchiseur, ça se trouve, lui aussi, il ne gagne pas d'argent. Parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Ouais. Moi, je trouve que le modèle, il devrait se réinventer du franchiseur. Je pense que la personne qui doit prendre une franchise quelque part, il doit réfléchir à... Enfin, le franchiseur, je pense qu'il doit réfléchir à justement donner beaucoup plus, on va dire, de puissance aux franchisés et qu'ils puissent avoir... je te donne un exemple. Par exemple, au niveau de ton marketing. En général, quand un franchiseur, il prend sa redevance publicité, j'ai l'impression qu'il a fait que de façon nationale. Mais ça ne touche pas les personnes dans chaque ville. En fait, tu vas faire de la pub nationalement et aujourd'hui, la pub nationale, c'est plus comme avant. Avant, c'était la télé, tout le monde te voyait. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Je pense, pour moi, qu'il faut justement donner soit ce budget-là, le laisser aux indépendants et les former à avoir un pôle marketing dans leur société parce que c'est que localement, tu vas pouvoir faire de la pub et amener des clients. Exactement. Non, mais le franchiseur, logiquement, il a les deux. Tu as une redevance publicité nationale et tu obliges aussi le franchisé à garder un pourcentage pour faire son marketing local. Ouais. Et après, par contre, oui, je suis d'accord avec toi, il faut une société qui les accompagne. Parce que tu n'es pas à l'abri que les franchisés fassent n'importe quoi sur leur page Insta et compagnie. Et s'ils font n'importe quoi, tu n'as plus du tout la même stratégie marketing entre une ville et une autre. C'est toujours borderline, tu vois, il faut faire attention. Mais tu as énormément de franchisés mécontents. Si tu savais le nombre de procès qu'il y a entre les franchisés et les franchiseurs aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et la principale raison de ces procès, c'est quoi? Mais ils se mettent en communauté en allant se plaindre. Tu sais, les commerçants, déjà, ils se plaignent tout le temps. Donc, il va se dire, ouais, c'est le mental de l'humain. Comme on disait, ils ne sont pas tous honnêtes. Donc, il va se dire, je lui donne 10% de mes redevances et il ne fait rien. Ben non, il ne fait pas rien. Il est dans les bureaux, il y a le siège, il y a des gens à payer. Tu vois, il y a de l'animation. Ils vont toujours se plaindre. Ils ne viennent pas assez me voir. Ils ne font pas assez de marketing. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne savent pas qu'il y a des charges à payer, il y a des salaires, etc. Yes. Donc, c'est toujours des discussions de sourds. Compliqué. Donc, en soi, un franchisé, il peut gagner des sous. Il peut très bien faire une bonne affaire, mais il faut qu'il choisisse bien sa franchise. C'est des métiers différents. Toi, peut-être que tu ne pourras jamais être franchisé. Parce que tu aimes ton indépendance. Ouais, moi, parce que je sais que je peux le faire, en fait. Je sais que j'ai réussi à le faire une première fois. Je sais pas, moi j'ai mon frère, on est en discussion. C'est souvent qu'on discute de ça. Lui, il aimerait bien, des fois, il a ses amis, lui, qui cherchent des master franchises à droite, à gauche, qui veulent avoir par exemple, la région de Saint-Étienne, de Lyon, pour franchiser tel ou tel restaurant. Mais moi, j'arrive pas. Je me dis. Après, comme tu as dit, ça dépend les profils de chacun.
t'en as, ils ont besoin justement d'être accompagnés. Ils ont pas été forcément dans le monde de la restauration dès le début. Ils arrivent dans ce métier-là, ils se disent, bon, pourquoi pas essayer un truc. Ils voient une marque tendance, ils y vont. Ça dépend de chacun. Je te déconseille d'être franchisé si tu es créatif. Ouais. Si tu es un suiveur, un opérateur, tu peux l'être. Pourquoi? Tu es dans la pizzeria. Demain, tu as une marque de pizzeria, tu as envie de faire la pizza merguez Marrakech, tu n'as pas le droit. C'est pas ta marque. Ouais. Tu dois faire ce qu'on te dit. Ouais. Ou alors donner ton avis, j'aimerais bien qu'on mette en avant cette pizza, et peut-être qu'ils vont te dire oui ou non, mais ça sera sur mon nom. Tandis que quand c'est à toi, tu mets la pizza Marrakech si tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et même quand tu vends en affaires, tu n'as pas besoin de demander autorisation au franchiseur, tu fais ce que tu veux. Ouais. Quand tu es franchisé, tu vends, le franchiseur doit valider à qui tu vas revendre l'affaire. Tu n'as pas le droit de revendre à n'importe qui, sinon ça va lui tuer la marque. Donc c'est des profils différents. Ouais. Je comprends aussi le franchisé, la personne qui veut se mettre en franchise, c'est plus tranquille et c'est plus cool en fait directement d'avoir une marque qui est déjà établie. Je le comprends aussi. C'est un profil opérateur. Ouais. C'est un type, il ne veut pas se prendre la tête. Il prend des marques, une marque, deux, trois, et c'est plus une gestion d'animation de réseau. Tu dois gérer ton personnel. C'est du management. Yes. En fait, il fait du management et la gestion des bureaux. Ça devient intéressant quand une personne prend une franchise et une master franchise, plutôt une master franchise. Est-ce que ça devient intéressant? Non, vaut mieux prendre, pour moi, vaut mieux être multi-franchisé, Ok, avoir plusieurs franchisés qu'être master. d'accord. Master, demain, tu prends un pays ou une région. Donc, tu vas mettre tes sous-franchisés. Ils vont te reverser à toi 6%. La com, on la compte pas, la com, parce que la com, elle est faite pour la com. Ouais. Tu vas prendre 6%, tu vas reverser au franchisé initial peut-être 3, et tu vas garder 3. Et avec ces 3-là, tu vas animer tes franchisés. Et ce n'est pas suffisant, 3%. En matière de franchise, généralement, dans 6%, tu as 2% pour le savoir-faire, 2% qui sont dédiés à l'animation de réseau, tu vois, et tu as 2% de bénéfices en général. Ok. On rebondit sur une autre question par rapport... 2%, excuse-moi, sur les 6, ça fait 35% de bénéfices. 35, ouais, c'est ça. Je rebondis sur une autre question à peu près du même ordre. Justement pour les personnes qui ont un business, est-ce qu'il faut plus se concentrer sur le service client, on va dire l'expérience client, ou sur le produit? Quand on lance une affaire, qu'est-ce qui vaut le plus? Les deux, mais je dirais que la génération d'aujourd'hui, entre avoir un super produit et pas de marketing, ou un produit dégueulasse et du marketing, je préfère le deuxième choix. Aujourd'hui, quand tu fais le tour, ce qui fonctionne, ce n'est pas les bons produits. Ouais. C'est les produits bien marketés. Les gens, ils mangent la pub avant de manger le produit. Ouais, Tu vois, il y a une marque de donuts qui a ouvert à Paris. On m'en a parlé, tu avais l'impression... c'était un truc de fou. J'ai goûté, c'est un donut comme un autre. J'ai mangé des donuts à travers le monde, c'est un donut comme un autre. Tu vois. Et les gens, ils font des dizaines de mètres de queue, voilà, parce que c'est bien marketé. Et, voilà. Et pareil pour plein de produits. Et j'ai vu des affaires avec des produits très qualitatifs qui ne fonctionnent pas. Parce qu'ils ne savent pas le marketer. Mais qu'est-ce qui dure dans le temps? Parce que c'est, comme tu as dit, le produit qui est bien marketé, c'est des tendances. Pour moi, le burger, ça ne mourra pas. Ouais. La boulangerie retravaillée en périphérie, comme font les chaînes actuellement, qu'on voit tous, je veux dire, même en temps de guerre, les gens mangent du pain, donc ça ne bougera pas. La pizza, le kebab, c'est des produits classiques qui ne bougeront pas. Le sandwich, le sandwich maintenant ils se font en boulangerie, après il faut savoir réinventer le produit. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, des boulangeries comme Ange, Marie Blachère sont beaucoup plus tendance que Paul ou Brioche Dorée. Tu vois. Donc ça se réinvente, mais ça ne bouge pas. Le tacos, bizarrement, je ne sais pas si c'est résilient ou pas, j'ai l'impression que ça l'est quand même, mais plus pour les jeunes, mais il faut rester sur les classiques. Ouais. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, ils sont plus préoccupés par ce qu'ils voient sur les réseaux, etc., que par le goût. Il y a plus, désolé de vous le dire, les jeunes, mais il n'y a plus de palais. Hein? Mes potes, ils m'emmènent dans des restos, ils me disent c'est super bon, je trouve ça dégueulasse.
J'ai mangé dans des restos à travers le monde. Je leur dis, frangin, tu as fait combien de restos dans ta vie? Il n'y a rien qui est bon. Je dis, regarde, le tigre qui pleure, il est dégueulasse. Il pleure bien. Il pleure bien. Tu n'as pas assez vu, ou alors tu sais pas c'est quoi un restaurant. Non, non. Quand tu voyages, tu as de la très bonne nourriture dans des choses locaux, dans des choses sympas où c'est beaucoup mieux. Ouais. Comme tout à l'heure, on a déjeuné à Bon Quotidien. Ouais, j'aime bien. Super bien. C'est local, j'aime bien. C'est local. C'est sympa, un bon accueil. J'aime bien. Ouais, carrément. Après, tu as des gens qui, aujourd'hui, ils mangent ce qu'ils voient. Tu vois? Non, c'est clair. Puis, bon, après, comment... On peut aussi venir à cette question, à cette interrogation, les business selon la tranche d'âge. Business selon la tranche d'âge, c'est-à-dire comme quoi faire à quel âge? Ouais. En gros, la question, c'est comment tu vois l'entrepreneuriat aujourd'hui chez les jeunes par rapport aux plus âgés? Je pense qu'en étant jeune, fais des business où tu as besoin de beaucoup d'énergie. En vieillissant, fais des business où tu as besoin de moins d'énergie. Tu me poses la question à moi. Aujourd'hui, faire des business où je gère beaucoup d'humains, j'ai pas envie. Ça m'intéresse plus. Ouais. C'est pour ça que je suis que dans des business d'abonnement, dans le digital et dans tous ces systèmes-là. Parce que quand il y a une grosse gestion humaine, ça m'intéresse plus forcément. Il faut beaucoup de patience et tu n'as pas envie de finir à 60 ans en train de gérer plein de gens. Pour moi, c'est trop complexe. Trop complexe. Et l'humain va être de plus en plus dur à manager. Ah ouais. J'en suis certain. De toute façon, c'est dans le plan. On parlait de l'intelligence artificielle, c'est clairement ce qui arrive. Hein. Surtout si on va dans les pays développés, vers les salaires universels, etc., ça va se compliquer. Pour ceux qui veulent investir, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un café shop ou un restaurant? Un restaurant, un fast-food? Ouais, un fast-food. Tu as deux tendances. Moi, j'ai remarqué une tendance. Avant, les gens, ils allaient se restaurer, fast-food, et ils prenaient un café à la fin. Et je trouve que plus les années passent, plus c'est différent. Ils vont au café, ils vont au coffee shop, ils vont prendre leur café, ils sont en télétravail et ils prennent un bout à grignoter. Donc, en fait, compte, ces coffee shops prennent de plus en plus de parts de marché. Sur la restauration. Ouais, je trouve qu'on va plus manger, qu'on prend le café à la fin, on va au café, on prend le gros bol de café et on mange un bout. Et ça évolue. Et c'est comme un peu le domaine de sport. Moi, tu vois, j'ai investi massivement dans des salles de boxe, de fitboxing. Et en fait, pourquoi? Parce que je suis parti d'un constat. Alors, au début, j'allais ouvrir plein de salles de sport. Et j'ai vu que l'investissement était trop lourd par rapport à la rentabilité. En 2024, tu n'investis plus 800 000, 1 million pour aller faire 200 000 de résultats. Ou alors, voilà. Et j'ai vu ce modèle de salle de sport spécifique, là, de boxe, où tu investis 300 000 et tu fais 200 000 de résultats. Et pareil, je compare ça au café, à la restauration. Je pense que dans les années à venir, les gens ils vont plus aller pousser de la fonte. Mais ils vont travailler de plus en plus avec le fit. Tu vois, la tendance des corps fins va revenir. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Parce que les gens ne veulent plus forcément être très lourds. Alors les femmes déjà elles l'ont jamais voulu, et même les hommes. Et en fait compte, tu vois que tout se fait avec le poids du corps. Bien sûr. Et des sports qui vont muscler plus le cœur, on va dire, qu'autre chose. Le cardio. Ouais. C'est vrai que moi je le vois aussi par moi-même. Je passe de moins en moins de temps à la salle à pousser de la fonte. Justement, je veux faire des choses assez rapides, assez ludique, exactement. Ouais. Donc c'est vrai que ça change. Il y a de moins en moins de gros costauds. Je trouve. C'est ma vision, tu vois. On parle toujours de vision d'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit il y a 10 ans, je dis le café va prendre un peu de pouvoir sur le fast-food. Et ça, c'est vraiment des choses dans ma stratégie qui est écrite. Je pense que les salles de muscu, ça va être has-been dans pas longtemps. Ça va être has-been, mais par contre, aller faire dans des salles du MMA, aller faire du fitboxing, bien se défouler rapidement en 30 minutes, bien transpirer, gainer le muscle, tu vois, avoir un muscle fin mais puissant. Crossfit. Crossfit, ça. Ouais. Je pense que tous ces modes de sport vont être l'avenir. Parce qu'en fait, compte, les salles de sport, 80% des gens abonnés n'y vont pas. Parce que c'est pas ludique, ils n'y vont pas. Le modèle de la salle de sport, c'est quoi? C'est sur 100% d'abonnés, tu en as 80% qui n'y vont pas. Ils s'abonnent juste en début d'année pour... il va dire à sa femme, je me suis inscrit à la salle. Ils y vont 2 fois, ils n'y vont plus. Donc en fait, la salle tourne grâce au paiement des 100%, mais il n'y a que 20% qui l'exploitent, la salle.
ceux que tu vois qui sont à fond dedans. Et pourquoi? Parce que c'est pas ludique, on s'ennuie. On s'ennuie. Et en vérité, le corps, c'est 80% ce que tu manges et 20%, tu as envie de faire un sport ludique. Ouais, un sport qui te fait plaisir. Parce que c'est vrai que pousser la fonte, il n'y a aucun plaisir. Moi, j'ai jamais pris de plaisir à faire ça. Tu vois, et ce qui se démocratise, c'est vrai, tu as raison. Les sports comme ça, regarde, tu as des sports comme le paddle qui se développent. Tu as également des sports qui sont indoor où on va se déplacer à sauter des trucs et tout, tu sais, les genres de parcours, etc. Le crossfit, la dernière fois, j'étais dans une salle de sport, j'ai vu une compétition de crossfit. Et, franchement, il y a autant de monde qu'une compétition de musculation qu'il y a 10 ans, tu vois. Les salles de sport vont devenir has-been, ça j'en suis sûr. Mais de toute façon, dans la plupart des salles, quand tu vois très peu de gens qui ont des corps taillés. La plupart des gens, c'est comme ceux qui courent. Tu vas courir, c'est souvent les gens gros qui courent. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si tu as remarqué, dans ces salles de sport-là, où il y a de la fonte, les gens, ils sont malheureux. Ils sont là, ils regardent leur téléphone, ils sont pas contents d'aller faire leur série, ils sont pas bien. Et justement, dans des salles où justement tu as du monde, où le sport il est un peu collectif, bah, tu vois, il y a de l'énergie, il y a de la bonne énergie. Moi, je pense que l'avenir du sport, ça va être ça. Un peu de machines pour gainer, pour se muscler, mais il va y en avoir de moins en moins. Je pense que l'espace cardio, et même cardio, l'espace cardio va prendre de plus en plus de place, mais le cardio sympa. Oui. Ça plaît à personne de faire du vélo 1 heure dans une salle, ou alors, je sais pas, vaut mieux le faire dehors, et de courir 1 heure dans une salle ou de marcher sur un tapis. Par contre, des trucs super ludiques où on s'amuse, tu vois, un peu comme une association, on est un vrai sport, ce que moi j'appelle des vrais sports. Après, la muscule, c'est aussi un vrai sport. Mais ces sports-là, je pense qu'ils ont plus d'avenir. Ok, très bien. L'évolution de la restauration vers le café, qui va primer, et l'évolution de ces sports toniques vers la salle où tu fais que pousser de la fonte. C'est 2 certitudes que j'ai. Ok. Petite question, petit débat entre le business physique et digital. Business physique, pour avoir démarré avec ça et l'avoir fait pendant X années, je mets à part l'immobilier, c'est un aparté. Le business physique, moi, tu vois, aujourd'hui, à 40 ans, je ne le ferai plus. Parce qu'il y a beaucoup plus à gagner dans le digital. Le monde, il a énormément changé ces 10 dernières années. On est dans le monde de l'abonnement, on est dans le monde du savoir-être, du savoir-vivre, du confort, et tout avoir rapidement. Et je trouve que l'euro gagné, par exemple, en restauration, il est trop faible. Tu vois, moi, c'est vrai, j'ai gagné mes premiers sous avec la restauration, mais c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent. Je dis franchement, c'était à peine 20% de ce que j'ai vraiment gagné. Et si tu veux, tu as d'autres business aujourd'hui qui se développent, qui sont beaucoup plus intéressants. Et la restauration, je trouve que ça s'est cannibalisé. Je disais souvent à mes collaborateurs, il y a quelques années, les chaînes vont se faire et se défaire à la vitesse d'un fonds de commerce. Tu sais, aujourd'hui, tu as vu, tu as un effet de mode, c'est la mode, boum, tout le monde veut ce produit-là, et 2 ans après, on n'entend plus parler. On passe à autre chose. Et je pense que, je t'expliquerai demain, mais on est en train de réinventer la restauration avec un logiciel intermédiaire qui a beaucoup de sens. J'ai hâte d'en savoir plus et qu'on en fasse profiter aussi. Demain, on expliquera un peu les projets qu'on a déployés, bourrés d'intelligence artificielle, 10 ans de développement. On investit beaucoup là-dedans parce que ce qui me plaît aujourd'hui, c'est les business intermédiaires. Le monde d'aujourd'hui, il faut des opérateurs. Il en faut, chacun sa place. Tu as le franchiseur, tu as le franchisé, tu as le propriétaire foncier qui a les murs, tu as celui qui exploite le restaurant, tu as celui qui livre la marchandise. Il faut des opérateurs. Mais ce n'est plus des business dans lesquels moi j'irai. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. À un certain âge, c'est compliqué. Après, peut-être que quand tu es jeune, franchement, tu as de l'énergie. Tu peux tenter. Ouais, tu peux tenter. Moi, honnêtement, si je devrais revenir à ma vingtaine, je ne changerais rien parce que je pense que toi, ça doit être la même chose. Ça t'a formé, ça t'a appris énormément. Exactement. Et sans ça, tu n'en serais pas là. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as gagné ton argent kebab par kebab. Franchement, moi, je trouve ça hyper admirable, tu vois. Je préfère justement commencer ma vie d'entrepreneur en vendant kebab par kebab, pizza par pizza,
que arriver avec de l'argent complètement facile en ligne, à faire des trucs très borderline, etc. Et voilà, encaisser des grosses sommes. Qu'est-ce que ça va être le jour où tu vas être en crise? Parce que dans la vie d'un entrepreneur, à un moment donné, tu as un moment de baisse. Tous, ça existe pour tout le monde. Et ce moment de baisse, si tu as été habitué à l'argent facile, comment tu vas faire pour t'en sortir? Mais si tu as été habitué dès le début avec un commerce physique et que tu as cravaché, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour à ce moment-là te relever. Mais parce que tu connais la valeur de l'argent, tu connais la valeur de la vie. Ouais. Tu sais, comme je dis souvent, on dépense comme on a gagné. Tu dépenseras tes sous comme tu les as gagnés. Si tu les as gagnés facilement, tu les dépenseras facilement. Si tu les as hérités, tu vas les dépenser peut-être facilement. C'est facile, tu n'as pas transpiré. Si tu les as gagnés très difficilement, tu les dépenseras très difficilement. C'est pas qu'il y a des gens qui sont radins et d'autres généreux, non. C'est qu'il y a des gens qui ont galéré à construire ce qu'ils ont fait. Et donc, voilà, donc c'est normal. Aujourd'hui, si la plupart des gens ils vont se comparer à des influenceurs qui vont gagner 200 000 – 300 000 € par mois ou 400 000 à faire des photos, à montrer un sac, un truc, tu vois, ils sont frustrés, les gens. Ils vont se dire, attends, mais non, mais ça, c'est pas la réalité. C'est une personne sur 1 million, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des gens, ils sont dans le réel, dans le circuit réel. Ouais. Donc, voilà, c'est humain, ça aussi. Si demain, tu prends 500 000 par mois facilement, tu verras, tu vas les dépenser facilement. Qu'est-ce que tu conseilles, encore une fois, c'est peut-être des phrases un peu bateau, mais qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui pour leur début dans l'entrepreneuriat? Parce que tu en as plein qui voilà, ils sont sortis du système scolaire, etc., mais qui veulent entreprendre. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces jeunes-là? Faites ce que vous aimez. Il y a toujours un truc qui va te passionner. Je sais pas, moi, je suis passionné partout dans la vie. Tout me passionne, mais faites ce que vous aimez. Tu as des gens qui vont être plus aptes à ouvrir une franchise. Ils veulent être franchisés, c'est leur rêve, avec une marque qui leur plaît. Tu as des gens qui vont être aptes à créer leur marque, donc ils vont se renseigner là-dessus. Tu as des gens des personnes qui vont être dans le digital, d'autres qui vont ouvrir des barbershops, d'autres des salles de sport, d'autres des centres commerciaux, d'autres qui vont se mettre dans l'immobilier. Ça dépend de ce qu'ils aiment. Ouais. Est-ce que tu veux le contact avec les gens? Est-ce que tu veux le contact avec l'ordi? Ça dépend de ce qu'ils aiment. Tu te mets sur quelque chose et tu lâches pas le truc. Ouais, par contre, il faut de la résilience. Ouais. Il faut maintenir tes habitudes. La créativité ne fait pas tout. C'est la régularité qui fait la réussite. C'est-à-dire tu te mets dans ton domaine et c'est du répétitif tous les jours, jusqu'à ce que ça prenne. Tu sais que c'est compliqué dans un monde où justement ces jeunes-là, ils sont très perturbés par les réseaux sociaux. Il y a comment on appelle ça, le syndrome de l'objet brillant. Donc ils sont dans une niche, ils essayent quelque chose et d'un coup ils vont avoir des vidéos de partout. Oui, il y a le trading, oui, il y a ça, et ils vont se mettre de partout et ils perdent leur temps. En fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, ces jeunes-là, je vais dire la réalité. Après, c'est pas... ce qu'il faut qu'ils comprennent, l'argent facile n'existe pas. Je pense que même dans l'illicite, c'est pas facile. Ça n'existe pas un business. Tu es là, viens, trade, copy trading, tu vas être millionnaire. C'est des conneries tout ça, ça n'existe pas. Ou alors qu'on vient de me montrer. Si on me montre, si un mec qui vient et me dit écoute, j'ai investi 10 000, j'ai 1 million, baisse, tant pis. Je te crois, c'est bien, magnifique. Mais j'ai jamais vu. J'ai plein d'amis à moi qui sont assez naïfs. Ils m'ont dit Hakim, j'ai fait copy trading. T'as mis combien? 3 000 €. Okay. T'as gagné combien? J'ai tout perdu. Ouais, mais je vais retenter. Ces trucs-là, c'est comme le loto, en fait. T'as une chance sur 60 millions de gagner. Ça n'existe pas. Ces jeunes-là, et je pense que leurs parents leur disent, vaut mieux que tu travailles dur dans un domaine qui te plaît, t'aimes le business physique, tiens ton restaurant H24 tous les jours, va gagner de l'argent comme ça, ou alors fais un vrai métier. Mais je ne crois pas que l'argent facile, c'est une désillusion. Alors, il y a sûrement des gens qui vendent des formations en ligne qui fonctionnent, peut-être. Je ne sais pas, je ne les ai pas essayées. Ça, il faut vraiment qu'on demande à des gens qui les ont achetés, qui les ont tentés, et est-ce qu'ils ont gagné de l'argent, tu vois. Mais je ne crois pas qu'il y ait de l'argent facile. Même tu fais faire des formations, il faut que tu bosses derrière. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé ce genre de truc. Même moi, ça m'intéresse parce que j'ai jamais... j'ai vu... moi, je vis sur Dubaï, donc toutes les personnes que je peux voir dans cette ville-là, il y a beaucoup de personnes qui font du copy trading, du trading, etc. Et je
je sais pas, c'est quoi les résultats, hein. Honnêtement, je sais pas. Ils sont traders ou c'est quoi? Franchement, de ce que je connais, non, c'est même pas des traders. Eux aussi suivent un robot, à mon avis. En fait, eux, je pense qu'ils doivent gagner un peu leur argent en disant aux gens, en faisant de l'affiliation. Voilà, c'est ce qu'on voit, mais après... C'est un business que je connais pas. Moi, j'ai des amis traders. Les traders que je connais, ils sont enfermés dans des salles de marché avec tu vois, la chemise, en train de transpirer, en train de galérer. Et c'est des spécialistes. Ils ont étudié ça, si tu veux, tu vois. Et ils gagnent de l'argent. Des fois, ils perdent. Enfin, c'est ça. Après, si tu me dis, il y a des traders qui... Je connais pas ce monde-là. Ouais. Bon. Dites-nous si vous connaissez, si ça a marché pour certains d'entre vous. Voilà, s'il y en a pour qui c'est comme, j'ai plein de potes qui me disent qu'ils ont fait fortune avec le Bitcoin. Donc, tu les entends, ils ont tous fait fortune. Hein. Mais comme je dis, au moment de payer l'addition, il n'y a personne. Tu vois. Ou alors, je pense, dans les escroqueries, il y a de l'argent à gagner. Mais dans le business réel, non, moi, j'ai rarement vu. Ouais, un trader, je sais pas, il doit faire peut-être une top performance pour un trader, ça doit être 20% à l'année. Et moi, encore, en faisant prendre des risques à l'argent. Exactement. Ça, c'est le top du top. Que là, moi, j'entends des trucs, franchement, je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de le faire. Tellement, tu vois, tu te dis, mais c'est pas possible. On te dit des 10% par mois, 20% par mois. Tu sais, moi, quand ça brille trop, je me méfie. Ouais. Tu vois, faut pas, je crois pas trop au rêve. Ouais. J'ai un âge, je crois pas trop au rêve. Je crois au travail, moins au rêve. Ouais. Non. Investir aux côtés de vrais investisseurs et tu as analysé le track record d'avant, tu sais ce que ces gens-là ont fait de leur vie. Est-ce qu'ils ont fait de l'argent? Est-ce qu'ils ont su en faire? Est-ce qu'ils ont su créer des entreprises? Est-ce qu'ils ont su créer de l'emploi, etc. Pourquoi pas? Et encore, même le vrai investisseur peut se tromper. On se plante tous. Hein. Ça ne marche pas à tous les coups, les affaires. Un entrepreneur qui n'a jamais eu d'échec, ce n'est pas un entrepreneur, ou alors il ment. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, des fois, tu gagnes, etc. C'est ça, le business. Mais l'argent facile comme ça, moi, j'ai jamais vu. Je connais des gens qui ont travaillé et qui ont gagné de l'argent en vendant leur boîte, c'est tout. Ouais, c'est clair. Si jamais vous avez un ami trader ou vous êtes trader, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Peut-être qu'un jour, on pourra en inviter un pour connaître vraiment le truc. Moi, tu sais, j'ai des copines à moi qui ont acheté des formations en ligne. Elles me disent, on les a jamais ouvertes. Mais c'est ça le problème aussi. C'est que tu as des personnes qui achètent des formations. Il y a une étude qui est réelle. 80% des personnes qui ont acheté la formation ne vont même pas au bout du premier module. Donc, tu as des gens, ils achètent un rêve, c'est tout. Voilà. Mais c'est comme... je crois que 70% des salariés rêvent de devenir entrepreneurs, mais ils ne le deviennent jamais. C'est des gens, si tu veux, qui, dans la routine de tous les jours et dans le ras-le-bol quotidien de tous les jours, pour ceux qui n'aiment pas leur boulot, il y en a peut-être qui sont passionnés par leur métier et qui aiment prendre le métro tous les matins pour aller au boulot. Il y en a peut-être, moi, ce n'est pas mon cas, mais il y en a peut-être plein. Mais je pense qu'il y a une grande partie d'entre eux qui n'aiment pas ce qu'elle fait et qui se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui peut m'offrir cette liberté financière et je vais me sauver de ce quotidien. Moi, je dis, il faut se méfier quand c'est trop beau. Quand c'est trop beau, il faut se méfier. Je pense que dans ces modèles de business que tu m'évoques, les seuls qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui t'incitent à faire le business. Ouais, carrément. Ok, petite question sur le business. Tout à l'heure, on parlait de la gestion de plusieurs sociétés. Selon toi, qu'est-ce qui est le mieux à faire quand on a plusieurs sociétés? Est-ce que vaut mieux internaliser ou externaliser? Alors, déjà, les sociétés, il faut les simplifier. Il ne faut pas avoir trop de sociétés, comme on l'avait évoqué, parce qu'à chaque fois, c'est des coûts d'avocat, des coûts de comptable, des coûts administratifs compliqués. Moi, je suis un partisan, bizarrement, de l'externalisation. J'externalise tout. Parce que j'aime pas les bureaux. Ça me prend la tête, les bureaux. Je suis pas un mec de bureau et j'ai pas envie de me retrouver toujours dans les bureaux en train de contrôler des gens. Donc, j'externalise tout. Et quand tu as un salarié, tu es responsable de lui. Quand tu es client chez un fournisseur, il est responsable de te rendre un travail. Donc, je pense qu'il faut mixer un peu des deux. Mais si tu prends mon cas de figure aujourd'hui, tu vois, les affaires que j'ai à l'international, ils sont gérés depuis Genève. Genève, dans les bureaux, il y a 4 personnes. Tout le reste, c'est externalisé et un peu partout à travers le monde en fonction des domaines de compétences. Yes. Tu vois
Est-ce que ça se fera de plus en plus? Est-ce que en France, il y aura de plus en plus de sociétés qui externaliseront leurs services? Plus en plus d'auto-entrepreneurs. Ouais. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu as un comptable. Ça sert à quoi qu'un comptable il vienne tous les jours au bureau? Ça sert à rien. Ton comptable, ça sert à quoi qu'ils sont en CDI? Ils veulent plus de toute façon les gens être en CDI. Ouais. Il y en a plein qui ont compris qu'il n'y aura pas de retraite. Ils l'ont compris les gens. Déjà la France, elle est endettée de plus de 3 000 milliards. Donc il dit je vais être auto-entrepreneur. Au lieu qu'un salarié, tu le payes 3 000 par mois, il te revient 6 000 chargé, il te fait une facture de 6 000 et il fait ce qu'il veut. Et lui, il a plusieurs clients. Il y en a plein qui font ça aujourd'hui. Hein. Et tu parles avec eux, tu dis on se voit quand? Il dit on fait un visio si tu veux, parce que je suis au bout du monde, je suis en Australie. Ouais. Tu vois? Donc il est comptable, il a 3-4 clients, il est auto-entrepreneur. Par contre, attention à avoir un bon expert comptable derrière et à surveiller votre comptabilité. D'accord? Ouais, comptable, c'est pas lui qui va te... C'est pas lui, il peut te mettre dans l'embarras et c'est toi en tant que président d'entreprise qui est responsable de ce qui va se passer. Moi, j'ai eu le cas sur certaines de mes sociétés. Hein. Alors, il faut faire très attention. Hein. J'ai eu des comptables externes qui n'ont pas fait le travail comme il fallait et tu te retrouves vite retoqué après. Hein. Attention, il faut avoir des gens vraiment sérieux et faire tout valider par un expert comptable qui, lui, est en relation avec ce comptable externe que tu as et c'est lui qui le contrôle. Yes. Yes. De toute façon, il faut mettre des contrôles à chaque fois. Il faut verrouiller à chaque fois. Tu vois. Mais externaliser, ça peut avoir du sens aussi. Ouais. Internaliser? Externaliser, ok. Ça a créé beaucoup de... Ça a créé un marché aussi en France d'externaliser des services. Et je vois par exemple dans le marché du lavage automobile, la préparation automobile. Avant, les grands groupes, ils avaient des salariés qui leur faisaient, qui nettoyaient leur voiture, qui préparaient leur voiture. Et ils se sont rendus compte qu'en externalisant, donc en demandant à des sociétés prestataires de venir faire ça à leur place, ils gagnaient dans tous les tableaux. Ils gagnaient fiscalement, c'était mieux pour eux. Ils n'avaient pas de vacances de leurs salariés, donc ils avaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'était une société qui venait et voilà, il n'y avait pas il y avait pas le mois d'août, il n'y avait pas le 11e mois, etc. Et au final, le travail était fait correctement et ça râlait pas parce qu'un salarié, il râle, il fait mal son travail. C'est normal parce que là, tu deviens client. Ouais. Dans la vie, soit tu as des salariés, soit tu es client. Là, tu deviens client. Donc, il a des comptes à rendre pour que tu payes la facture. Ouais. C'est un autre métier. Ouais. Mais par contre, il faut prendre les bons. Tu sais, les bons experts comptables, c'est quoi? C'est 10%. Il faut prendre les bons. Une fois que tu as les bons, que tu travailles sérieusement, oui, ça roule. Donc moi, je suis partisan de internaliser le minimum. Le minimum, ouais. Ok. Et d'ailleurs, je vois autour de moi, la plupart des entrepreneurs, ils en ont ras-le-bol d'avoir trop de personnel aujourd'hui. J'ai l'impression que les patrons ont de moins envie de manager. Je le vois beaucoup en ce moment. Tu sais, là, c'est une idée business qui me vient en tête. Est-ce que tu as déjà pensé à externaliser justement ton management, tes ressources humaines? C'est externalisé. C'est externalisé? Ouais. Tu sais qu'en France, il n'y a pas grand monde qui ont des ressources humaines, surtout dans les sociétés qui ont 10, 15 personnes, les petites sociétés. Et ils galèrent, ils passent leur temps à manager, ils passent leur temps à voir qui va aller en vacances, qui ne va pas aller en vacances, les problèmes et tout. Et je pense qu'une personne qui aurait de l'expérience dans la gestion des ressources humaines pourrait ouvrir une petite société et aller démarcher tous les commerçants du coin les patrons d'entreprise qui ont entre 10 et 15, 20 personnes et leur dire, écoutez, moi, je vais m'occuper de votre gestion des ressources humaines. On en parlait il n'y a pas longtemps, mais ça va arriver. Mais moi, je l'ai proposé à plein de collaboratrices avec qui je bosse, mais ça, c'est l'avenir du truc. Mais il y a plein de gens qui veulent... Moi, opérer des choses, ça ne m'intéresse plus. Tu as plein de gens qui n'ont pas envie de bosser. Aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, c'est la problématique de plein de personnes qui ont des petits restos, qui ont 5-6 restos. Et ils sont là, ils sont bloqués parce qu'ils doivent prendre des bureaux, ça leur coûte de l'argent, la personne qui recrute, la comptable. Je pense que dans les années à venir, tu auras dans les pays du Maghreb ou autres, dans les pays où les salaires sont moins élevés, et d'ailleurs, ils sont en train de le faire. Tu as vu les comptables
en Europe, les comptables, les RH et tout, ils ont tous des bureaux aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, même en Algérie. Hein. Ça se développe. Donc, en fait, des bureaux où tu payes les gens moins. Et en fait, tu vas faire du recrutement Indeed à partir de ces pays-là. Et tu vas offrir tes services au groupe français. Ou au groupe espagnol, au groupe allemand, etc. Mais ça se fait. Hein. Et ça va se faire de plus en plus. Et je pense même à la décentralisation des bureaux européens vers le Maghreb. Ah ouais. C'est dingue, hein. Mais parce que tu as plein de tâches, c'est du répétitif. Ouais, c'est vrai. La paye, la compta, le contrôle de gestion, le marketing, l'administration, Service client. service client. Mais tout ça, tu n'as pas besoin de... En fait, quand les gens ils se disent, pourquoi je vais payer des gens 2 000 euros plus 2000 ou 1006 de charge, 3004. Il y a des pays où ça va me revenir en tout à 500 euros. Enfin, pour un salaire, j'en ai 10. Ouais, c'est clair. Mais ça, tous les entrepreneurs que je vois, qui sont en train de décentraliser et qui sont dans ce type d'activité, leur bureau dans les pays à plus faible revenu. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et ça va créer beaucoup de chômage en France et dans les pays développés. Ouais. T'imagines ça plus l'IA. Ça, plus l'IA, et tu vas te retrouver avec des restaurants où dans les cuisines, tu vas simplifier au maximum les process. Aujourd'hui, tu n'auras plus de caissière parce que ça va être des bornes. D'accord ? Les bornes de commande, tu arrives, donc il n'y a même plus de caisse. Il y a des restos où il n'y a plus de caisse. Hein. Tu arrives, c'est la borne, tu commandes et on te sert. Donc, au service, tu n'auras qu'une seule personne. En cuisine, en automatisant les machines, tu n'en auras plus 3-4, mais une seule ou deux. Fin. Ouais. Fin. Avec des logiciels, on automatise la prise de commande. Fin. Ouais, fini. Putain, c'est quoi l'avenir, justement, du coup, de toutes ces personnes-là ? Et demain, je te parlerai de ces bureaux décentralisés, parce qu'on a fait beaucoup mieux. Ouais. Mais beaucoup mieux. On a investi 17 millions dans des outils depuis 8 ans. Il n'y aura même plus de salariés, même au Maghreb. Ah ouais. Ça va te choquer. Hâte de voir ça. Ça va te choquer. Bon, on en parle alors dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer. Ça va beaucoup intéresser les restaurateurs, Yes. les retailers aussi, parce que c'est adapté aussi au retail. Hein. Et on a installé aux États-Unis plus de 8000 points de vente. Et là, on va installer l'Europe. Alors souvent, on me disait, pourquoi tu n'installes pas l'Europe, la France ? Moi, j'ai eu trop de problèmes en France. Pour ça que On a eu beaucoup de commentaires. C'est quoi le logiciel ? Comment... Ouais. Demain, je vais l'expliquer, mais c'est violent. C'est violent, c'est l'union de moi avec vraiment une expérience terrain, d'accord, d'une vingtaine d'années, et un codeur informatique, d'accord, qui est mon associé, qui s'appelle Kevin. Et donc, on a testé ça en Asie, on a testé aux États-Unis, et je voulais que ça soit parfait pour arriver en Europe. Yes. Et c'est mondial. La version est sur toutes les langues. C'est très puissant. En fait, tu n'auras plus rien à faire. Bon, on l'expliquera demain durant une session de 20 minutes. C'est très, très violent. Ok, super. Et c'est bourré d'intelligence artificielle, parce que on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on est dessus. En vrai, comme tu dis, ça fait des années, mais les gens en parlent plus aujourd'hui parce que ChatGPT, voilà. Ça a ouvert un peu plus les esprits à ce moment-là. Mais l'IA, ça existe depuis... la nuit des temps. Ouais, carrément. Dis-moi, Hakim, je voulais savoir, j'avais une question à te poser. Combien de temps il faudrait aux personnes, aux entrepreneurs, pour créer un groupe ? Combien de temps il faudrait ? Un groupe de quoi ? De restauration ? De restauration. Aujourd'hui ? Ouais. Mais ça dépend de l'entrepreneur, ça. J'ai envie de te dire, c'est... est-ce qu'il y a une différence entre la stratégie et la vitesse ? Est-ce que la stratégie, c'est d'aller vite ? Je te donne des exemples. Quelle est la meilleure stratégie, du coup ? Mais ça dépend des compétences et capacités des entrepreneurs. Tu as des groupes de restauration qui bossent depuis 40 ans et qui font un peu de chiffre d'affaires, je ne sais pas, 20 millions, 30 millions. Et tu as des groupes qui sont développés il y a 15 ans qui font 1 milliard. Tu prends les boulangeries dont on parlait, en 20 ans, ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. Et tu as d'autres groupes, en 20 ans, ils n'atteignent pas 10 millions, tu vois. Ouais. Ça dépend de la vitesse de développement et de la capacité, des capacités du concept à se déployer. Mais non, tu as eu un groupe italien à Paris, Big Mama, qui en 5-6 ans s'est développé. Je crois il est monté à une centaine de millions de chiffre d'affaires. Tu as des groupes en 5-6 ans, si tu es concentré, surtout aujourd'hui avec Internet, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. 5-6 ans, nous à l'époque, Naba, pour monter à 120 millions, alors 2003
2006, je compte pas parce que j'avais une boutique, 2 boutiques, j'étais pas dans le process de développement. J'ai démarré le développement en 2007, vraiment, voie franchise, déploiement des restaurants, et je l'ai arrêté en 2014, donc 7 ans. 7 ans, tu montes à 120 millions de chiffre d'affaires. Tu vois, et on allait vite, mais il y a des gens qui peuvent aller beaucoup plus vite et qui sont plus stratégiques que nous. Hein. Il y a meilleur. Hein. Mais tu prends une chaîne comme Otakos aussi, elle s'est développée très très vite, encore plus vite. Tu vois, je crois en 4-5 ans. Tu vois. Non, tu peux monter à une grande vitesse, et que ça soit franchise ou en succursale. Hein. Les chaînes de boulangerie, il y a beaucoup de succursales, très peu de franchises, et ça monte à grande vitesse. Ça, c'est la capacité de déploiement, ton équipe de développement. Mais rester dans un groupe 20, 30, 40 ans, à la fin, je pense que tu en as marre. Il ne faut pas dépasser 10 ans. 10 ans, c'est le grand max. Hein. Donc, ce qui prime, on va dire, entre la vitesse et la stratégie. L'effet de vitesse, c'est bien. La stratégie, elle est écrite au départ. Donc, tu peux concilier les deux. Mais pour moi, 10 ans, c'est le max pour un groupe de restauration. Même aujourd'hui, de nos jours, 5 ans. Aujourd'hui, première année, tu es un peu au ralenti. Après, tu en ouvres 20 par an. 5 ans, tu as 100 boutiques, tu revends. Ouais, 5 ans. 5 ans, tu revends. Tu t'épuises pendant 5 ans et tu revends. Toi qui as entrepris dans tous les pays quasiment du monde, hein, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me donner les avantages et les inconvénients de ces pays-là? Alors, par exemple, entre Europe, Luxembourg, Dubaï, France. Luxembourg, Dubaï, France, c'est pas la même mentalité. Déjà, tu regardes juste... En fait, déjà, la France, c'est un grand pays. Beaucoup plus grand que Dubaï et que Luxembourg. Pour moi, la France, c'est un pays de gauche. C'est une répartition et une redistribution des richesses. D'accord ? C'est pas les mêmes pays. Moi, je l'ai vu au quotidien. C'est pas du tout la même chose. Je donne un exemple. Tu as un problème avec un salarié en France, tu vas au prud'homme, tu as 90% de perdre. Bon, là, avec la loi Macron, ça a un peu changé, mais tu peux perdre. Ouais. Moi, au Luxembourg, j'ai eu un cas avec un salarié qui a... Alors, je vais t'expliquer. On l'a licencié. Et en fait, il a fait une lettre que le patron, alors c'était pas moi le directeur général, mais un autre, devait signer, mais il a fait comme si c'était nous qui avions signé, et il l'a posté d'une poste vers chez lui, à la frontière luxembourgeoise. Le policier, il m'appelle, il me dit, oui, on a fait une enquête, et il a avoué, en effet, qu'il a lui-même posté ce courrier. Mais j'ai halluciné. Et là, le policier, il dit, alors, vous voulez qu'on lui mette ses 40 000 € d'amende, on peut le faire payer 40 000 €. Mais là, tu te dis, ah ouais, bravo. Ouais. Mais ça t'arrivera jamais, par exemple, en France. Mais en fait, ils font des vraies enquêtes et ils s'en foutent que tu sois salarié ou patron. Ils sont là pour défendre la vérité, eux. Donc, il a menti, il est puni. Ouais. C'est pas pareil qu'en France. Non, en France, tu peux te retrouver avec des salariés qui n'ont jamais bossé chez toi. Ils ont bossé 3 jours. Ils vont aller au prud'homme, ils vont raconter 2-3 salades, ils vont leur donner 30 000 €. Non, la France, c'est un pays de distribution de richesses. Enfin, ils distribuent à tout va. J'ai l'impression que les robinets sont ouverts toute l'année. Mais ils ne distribuent pas aux bonnes personnes. Ouais. Après, comme ils donnent beaucoup, à mon avis, aux milliardaires et tout, ils se disent, tiens, il faut qu'on en donne un peu aux ceux qui n'ont pas les moyens. Au peuple, au peuple. Enfin, je ne sais pas trop. Moi, tu vois, c'est un pays que j'adore, hein, que j'affectionne particulièrement. J'y suis né, mais c'est vrai que dans la notion business, je ne comprends pas beaucoup la mentalité. Très différent à Dubaï. Et c'est la même chose. Mais parce que, en fait, tu es dans des pays d'entrepreneurs. Il ne faut pas oublier que le Luxembourg, c'est une place où tu as des gros fonds d'investissement. Ils sont là pour attirer des entrepreneurs. Et en fait, alors, regarde, moi, j'avais des affaires au Luxembourg, j'ai des affaires en Suisse, à Dubaï, j'ai entrepris en Espagne, en Allemagne et tout. Mon ressenti, c'est quoi ? Je trouve que la France, c'est le seul pays où tu as une opposition entre les fonctionnaires et ceux qui ne veulent pas bosser. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne bossent pas, hein, mais entre tout ce monde et ceux qui prennent des risques, les entrepreneurs. Je trouve que tu as une opposition. En fait, ils ne s'entendent pas. C'est bizarre. Ouais. Et en fait, c'est toujours le salaud d'entrepreneur qui est riche, alors que ça se trouve, il n'a pas une thune, tu vois. Et c'est cette opposition qui crée ce mal-être, en fait. C'est dommage, hein. Et tu n'as pas ça dans les autres pays. Dans les autres pays, les gens, ils bossent, c'est pas les prud'hommes. Attends, moi, je te promets que j'ai eu le cas. J'ai des gens qui avaient fait des faux contrats de travail, qui ont été au prud'homme, qui ont gagné de l'argent. Mais je dis aux juges, ils n'ont jamais bossé chez moi. Oui, mais tu sais, ils ne se prennent pas la tête, quoi. On distribue. Tu vois ? Mais moi, tu sais que mes potes entrepreneurs en France, ils ne sont même pas dans la durée.
Ils sont là en train de chercher les plans. Attends, là, il y a le plan CPF. C'est dingue, hein. Après, il dit, attends, il y a le plan, je sais pas quoi, là, pour les maisons, là, pour protéger... les isolations. Isolation. Attends, l'État, ils vont débloquer 1 milliard, 2 milliards, isolation. Je me mets là-dedans. Ah, j'ai loupé un plan, j'attends le prochain plan. Il y a eu les aides Covid. Les aides Covid. Ils ont mis des bureaux à Marrakech, ils ont envoyé les aides Covid. Non, en fait, c'est triste. Moi, ça me rend triste. Tu arrives dans un truc où, je sais pas, ils ont tellement dégoûté les gens de l'entrepreneuriat qu'ils sont plus dans un délire où ils veulent créer un groupe, ils veulent créer de la richesse, ils sont tous en train de chercher la prochaine douille. Tiens, il y a un plan CPF, je vais aller prendre 3-4 millions, merci, au revoir, je me casse à Dubaï. C'est triste, il y a un moment donné, tu vois, il faut que la France elle se pose des questions aussi. Et ces personnes-là qui font ces douilles, même s'ils se font attraper, Eux, ils leur font rien. En France, on punit l'honnête citoyen. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Les seules personnes que je connais qui ont eu des problèmes avec la justice, c'est les honnêtes citoyens. Quand tu fais des bêtises, t'arnaques, tu prends des... On va pas te faire long, tu vas passer 2-3 mois en prison au maximum. Ils te font rien. Mois, Ou rien. Ou rien. Ouais. C'est bizarre, hein. Ouais, mais vraiment. Mais je sais pas pourquoi. Mais ils sont peut-être gentils, je sais pas. non, mais j'ai pas compris. Moi, tu sais, j'étais au Luxembourg. Je te promets, je suis passé devant le juge une fois. J'étais choqué. Le juge, il me dit « Merci, monsieur Benotman, de créer une entreprise dans le pays. Merci de créer de l'emploi. Merci de créer de la richesse. On a besoin de gens comme vous. » Incroyable. Et attends, et c'était une entreprise donc où j'avais eu des difficultés en plus. Donc, il t'accompagne. Il t'accompagne. Mais tu sais, quand il te dit ça, un juge, mais tu te dis, dans ce pays, tu as envie de donner encore plus d'argent aux impôts. Ouais. Je te promets, hein, tu vois, demain, je fais exploser une entreprise. Elle vaut 1 milliard, et je leur donne 500 millions, construisez des trucs, je sais pas, qui fait. Mais non, mais parce qu'il y a une telle bienveillance envers l'entrepreneuriat, tu vois. Et moi, en France, pour une société où j'ai injecté dedans 1 million d'euros, où je lançais une nouvelle activité, d'accord, où les banques m'ont planté dans un dossier, je suis passé devant le juge, il m'a mis en faillite personnelle tout de suite. Faillite personnelle, interdiction de gérer. Tu sais, c'est bam, on veut détruire de l'entrepreneur. J'ai jamais compris pourquoi. Juste hier, je suis tombé sur une étude des pays de la zone de l'OCDE où il y a ceux qui travaillaient le plus et ceux qui travaillaient le moins. Ouais. La France, ils sont tout en bas, ils sont derniers. Ouais, le Luxembourg, ils sont premiers. Ouais, non, le Luxembourg, il y a culture du travail. Ouais. Bah, c'est culture du travail. Mais c'est dommage, parce que je te jure que la France, c'est un magnifique pays. Moi, tu vois, je l'aime profondément, on est français. Tu sais, c'est comme les pieds noirs. Un pied noir qui est né en Algérie, il est en France, il va dire que je suis algérien. Son rêve, c'est d'aller en Algérie, tu vois. Il a 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et je pense que nous, on est profondément français. Mais c'est bizarre, en fait. Je trouve que tout est devenu en opposition dans ce pays. C'est comme en politique, tu as vu, ça va être carrément le RN contre le Front Populaire. Ouais, les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Tout est devenu... Il y a une forte opposition. Et dommage, parce que tu as la Côte d'Azur, tu as Paris, c'est un pays magnifique, mais et comme je dis, c'est le moteur économique de la région. Tu vois, et je te jure que ça impacte même le Maghreb, parce que les gens disent, ouais, il n'y a plus d'argent en France, je vais au Maghreb. Ok, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que le Maghreb et l'Afrique est construit avec l'argent des gens qui est gagné en Europe. Hein. Ouais. Les gens, ils ont tendance à l'oublier. Ils disent, ouais, il n'y a plus d'argent en France. Mais non, c'est des conneries. Tu as gagné où ton argent pour acheter ta maison à Marrakech, ta maison à Dakar c'est de l'argent qui vient d'Europe. Exactement. Ça a été gagné par les immigrés qui vivent en France, en Allemagne, en Angleterre, où tu veux, mais c'est de l'argent qui a été gagné là-bas. Ouais. Économiquement, c'est un pays développé. Ouais, on est à des années-lumière du Maghreb qui sont... C'est des pays en voie de développement. C'est incomparable. Les gens qui te comparent ces deux pays-là, c'est incomparable. Alors pourquoi moi, je dénigre pas un pays plus qu'un autre. Chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Je dis juste que c'est malheureux d'en arriver là. Tu as une forte opposition aujourd'hui, hein, tu le sens, et c'est pour ça que tu as de plus en plus de personnes qui ne veulent plus entreprendre en France. Hein. Ouais. Et là, ils ont peur en plus que le Front Populaire arrive, ils vont tout nous prendre. Tu vois. Ils sont, en fait, tu es entre les deux extrêmes, tu sais même pas... quoi qu'il arrive, l'entrepreneur, entre les deux, que ce soit, comme on dit, la peste ou le choléra, hein, ça sera... il va être mal loti, l'entrepreneur, entre les deux. Je sais pas pourquoi. Tu peux pas comparer ça avec Dubaï. Dubaï, comme je t'ai dit, tu prends 100 000, tu as vendu un truc à 100 000 avec ta boîte, tu les mets dans ta poche, tu vas faire la fête. Ouais. Et la France, les gens ne comprennent pas en plus le système financier. Tu sais,
Moi, la fois, je vais t'expliquer. Je parle avec une amie. Son business, c'est quoi? C'est de vendre des sacs sur Vinted. Tu connais, là, c'est Yes. des sacs de marque. Et on discute avant, elle me dit, ouais, les milliardaires, c'est de la merde, il faut qu'ils payent des impôts, plus d'impôts. Bon, elle sait même pas combien ils payent d'impôts, mais elle dit, il faut qu'ils payent plus, bref. Et je dis, mais tu gagnes combien sur Vinted et tout? Elle me dit, moi, je gagne 8 000 € par mois. Alors, vends des sacs, fait que ça. Mais elle me dit, par contre, je déclare rien en France. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, t'inquiète, j'ai un compte à l'étranger, je déclare rien. Ok. Mais je dis, sur 7 000, normalement, tu devrais payer tant d'impôts en France. Elle me dit, ça va pas, t'es fou, je me casse. Tu sais, genre sur 7 000, sur la société, ce qu'elle paye en impôt perso, elle devrait payer 3 200. Ouais. Elle me dit, mais non, mais moi, si je leur donne 3 200, c'est presque la moitié, je me casse. Je dis, donc toi, en fait, t'es en train de me dire que tu partirais, tu quitterais le pays pour 3 200 et que tu veux que le milliardaire qui paye 5 milliards d'impôts, il reste là. Tu vois, elle est en train d'essayer de tricher pour gagner 3 200 d'impôts, mais par contre, elle comprend pas pourquoi les milliardaires, ils ont des comptes au Liechtenstein et compagnie. Ouais. Ah, Il faut se mettre à la place des gens. Ouais. En fait, la propagande, que ce soit gauche ou enfin du socialisme, elle est très forte en France. Bien sûr. N'importe qui va avoir ce discours et te dire non, faut que les riches payent des impôts, faut que les riches payent des impôts. Et quand eux font des sous, ils veulent pas payer. Exactement. Et ils commencent à se dire ouais, mais finalement, pourquoi je dois payer? Tu vois, ils se mettent à la place du riche au final. Tu sais, durant ma période de business et à la revente de ma boîte et tout, tu sais combien j'ai payé en tout en France entre les impôts et les charges? Dis-moi. Combien en 10 ans? Dis-moi. En 10 ans, Ouais. 5 millions. J'ai payé plus de 40 millions. C'est incroyable. 40 millions. Est-ce que tu imagines? Waouh. Je regrette pas. Ouais. C'est mon pays. Ouais. Je regrette pas. C'est un magnifique pays, mais je pense que tu l'apprécies beaucoup plus quand tu y vas en touriste. Ouais. Tu vois, depuis que je suis à l'étranger, quand je vais en France, que ce soit à Paris ou en Côte d'Azur, j'adore. Tu l'apprécies beaucoup en touriste. C'est magnifique pays, encore une fois, mais il y a une vraie incompréhension de l'entrepreneuriat, je ne sais pas pourquoi. Ils sont sans pitié. Ouais, sans pitié, c'est clair. Tu sais, nous, des fois, on déposait les comptes, tu vois, les bilans et tout, à Genève et tout. Quand on dépose les comptes, des fois, la comptable, elle se trompe sur les bilans à Genève, donc on fait une rectification des comptes. Normal, rectification des bilans. Parce qu'il manquait des factures, on attendait, bref. Je fais une rectification, merci, au revoir. En France, tu le fais, la dame, elle t'appelle, ça nous est arrivé. Pourquoi vous êtes trompé 15 jours après, contrôle fiscal? Tu vois, je ne sais pas pourquoi il y a cette volonté à vouloir assommer les créateurs de richesse, du PIB et d'emploi. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Et je pense que le gouvernement ne peut pas gérer ça, parce que c'est une opposition. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je sens un truc où, tiens, il a réussi, viens, on va le tordre. On va tout lui prendre à lui. Il faut le sécher. Notre objectif, c'est de le sécher. Mais les gens vont partir. Aujourd'hui, la France a une concurrence qu'il n'y avait pas avant. Exactement. Tu as Dubaï, tu as le Moyen-Orient, il y a plein de pays, tu as la Suisse, bon, elle a toujours été là, mais tu as une concurrence aujourd'hui, donc c'est plus comme avant. Et en plus de ça, il n'y a plus autant de cash qu'avant. Il n'y a plus autant d'argent à faire qu'avant. Donc les gens aujourd'hui, ils partent. C'est ça la problématique. C'est triste, hein. Moi, je trouve que c'est triste. Hein. Tu sais, moi, franchement, le nombre d'entrepreneurs français que je connais qui partent, mais c'est hallucinant. Ils veulent tous vendre leur boîte et partir. C'est dingue. Hein. Il n'y a plus de place pour les entrepreneurs, les créateurs d'emplois. En fait, c'est inexplicable. Je ne vois pas où est l'issue. La raison, en fait. Même la raison, je ne la comprends pas. Parce que eux-mêmes, s'ils réfléchissent bien, ces personnes-là qui travaillent dans l'administration, ils en rendraient compte qu'en faisant ça, eux-mêmes, ils ne vont plus avoir de boulot. Tu le disais à un moment, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte. Et je pense qu'avec la dette, on va être face à des grandes difficultés. Moi, je le prends à cœur, hein, parce que comme je te dis, c'est mon pays, ça restera toujours mon pays. Mais c'est comme un enfant. Quand il est trop gâté, si tu lui enlèves ses jouets, c'est révolution, c'est fini.
Et je pense qu'il y a eu trop d'acquis sociaux, il y a eu trop de choses qui, comme tu dis, les gens ne bossent pas, qui apportent à une certaine fainéantise. Le monde à côté de ça, il se développe, ça va vite. La plupart des entrepreneurs qui sont dans le digital, ils préfèrent mettre... moi, j'ai des potes qui ont les bureaux, ils sont au Bénin, ils sont en Afrique, ils sont à Taïwan, de partout. Donc, il y a une délocalisation de l'emploi. Et je pense que la France ment sur les chiffres des chômeurs. Il doit y en avoir beaucoup plus que ce qu'ils annoncent. Et que je pense que ça va aller de pire en pire. Tant qu'on ne comprend pas que le créateur d'emploi, c'est l'entrepreneur. Et que pour faire tourner l'économie d'un pays, on doit prêter attention à l'entrepreneur. Entreprends en Suisse, entreprends au Luxembourg, entreprends en Allemagne, même en Espagne, et tu comprendras la différence. Même en Espagne, ils sont safe, hein. Ils ne prennent pas la tête. Hein. Moi, j'ai une grosse entreprise en Espagne. Déjà, l'impôt, quand tu as entrepris, tu viens de l'étranger, tu as des tranches, tu peux défiscaliser sur quelques années, tu as énormément d'avantages. Pas la tête. Attends. Moi, il y a un ami en France, ils l'ont carrément suivi durant un contrôle fiscal. Quand il mettait de l'essence dans sa voiture, ils lui ont dit, tu as mis un billet de 50 €, tu as payé en espèces. On ne t'a pas vu dans ton restaurant, quand tu es parti du restaurant, on ne t'a pas vu retirer cet argent. Donc, tu l'as pris de la caisse pour mettre de l'essence dans ta voiture. Non, mais quand tu arrives à ce niveau-là, prends l'avion, pars, ça y est, tu te fatigues dans le vide. Et justement, en parlant de politique, entre tu vois là, ce qui se passe en France, les dernières élections législatives, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Et moi, j'ai une question particulière juste après. C'est, selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux pour un entrepreneur, on parle des entrepreneurs ici, entre l'extrême droite ou l'extrême gauche au pouvoir? Alors, la gauche d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est par rapport à la gauche d'avant. Si tu vois des hommes d'affaires très riches à l'époque, quand il y avait la gauche à l'époque de Mitterrand, ils sont beaucoup partis aux États-Unis, etc. Je ne sais pas. Je sais qu'il fait bon vivre en France. La nationalité française, c'est qu'il y a plein d'Américains qui la veulent. Parce que les Américains, ils payent les impôts en fonction de leur pays. Ouais. Et donc, ça leur évite. C'est pour ça qu'il y en a plein qui la veulent. De toute façon, tu as 50% de personnes presque qui ont voté Front National. On est d'accord. Est-ce que c'est des racistes, oui ou non? Ou est-ce qu'ils le sont devenus? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, Wissem, c'est que nous, l'époque de nos parents, vivaient beaucoup moins le racisme qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as parlé avec ta mère, avec tes parents. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas souffert comme la génération qui vient. Pourquoi, à mon sens, après c'est un avis personnel, hein, je pense que la France, la montée du racisme, elle vient d'un problème de justice. Mon point de vue. Il n'y a pas de justice. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, ils ont laissé des gens faire trop de bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à un moment donné, je veux dire, la Française de souche qui se fait voler son sac une fois, 2 fois, 3 fois par un étranger, si c'était le cas où c'est un étranger, et qu'on ne lui fait rien, mais il y a un moment donné, elle vote FN aussi. C'est normal. Tu es Français de souche. Ta mère, elle se fait agresser, et admettons, voilà, et c'est jamais Richard, Benoît ou Bernard qui l'a agressé. Tu le deviens. Fin de l'histoire. Ouais. C'est un problème de justice. Problème de justice. Je vais te montrer une vidéo. Il n'y aura jamais ça à Dubaï, parce que si tu voles le sac d'une grand-mère, tu ne sors plus de la prison. Ouais. Non, c'est clair et net. Hein. Donc, si tu veux, c'est tout. C'est un problème de laxisme, c'est tout. C'est clair et net. Je vais mettre cette vidéo aussi. Après, le problème, le danger, c'est quoi? C'est quand les gens, à cause de certains voyous, de certaines minorités, quand les gens deviennent racistes, ils le deviennent envers tout le monde. Le vrai danger, il est là. Hein. Le sac de Madame Gakishi. Réponse A, Mohamed. Réponse A, je termine les propositions. Réponse B, Lucas, un Français dont les empreintes ont été retrouvées sur le sac. Quand même. Réponse A, attendez que je finisse. Ou alors réponse C, Corentin, dont le portrait robot fait par les enquêteurs pourrait correspondre à l'individu. Attendez, vous ne pouvez pas demander l'avis du public. Il faut que tu me l'envoies, cette vidéo. L'avis du public. C'est un meeting de Bardella ou quoi? On
On est sur la même longueur d'onde. Il vous reste encore un joker de 50-50. Prenez-le. Si vous voulez, 50-50. Enlevez une mauvaise réponse. Oh putain. Comme quoi, c'est pas toujours la faute des Arabes. Compliqué. Non, mais je vais quand même rester sur la réponse. Même si elle est éliminée. Pierre, moi, mais là. D'accord, vous êtes complètement con. La personne qui a volé le sac Ah ouais. est Mohamed. Envoie-moi la vidéo. Elle est violente. Elle est violente, elle est violente. Envoie-moi la vidéo. Je te l'envoie. Ouais. Ouais, Non, mais- c'est. Non, mais après, voilà, mais dommage, parce que maintenant, tu as une grosse opposition, tu as la montée du RN. Ouais. Je sais pas. 2027, personne- t'en penses quoi, toi? RN? Ouais, RN ou RN. gauche. Ou gauche, un des deux. Ouais. Ouais. Parce que quand même, la gauche, ils sont très forts quand il s'agit de faire un barrage. Ouais. Tu vois, ils laissent le RN. C'est toujours comme ça. Premier tour, le RN, ils font des exploits de plus en plus. Et après, quand il s'agit de se mettre contre le RN, ils arrivent à lever les foules quand même, hein, la gauche. Ouais. Parce que ceux qui votent pas, ils vont voter peut-être. Je pense que c'est une situation délicate et je pense que, encore une fois, c'est pour ça qu'on diversifie nos sources de revenus, Ça, ouais. nos activités, les pays. Je veux dire, tu peux pas tout laisser au même endroit. Après, la France, elle est face à son histoire, face à un défi. La gauche, tu as beaucoup, je pense, d'entrepreneurs qui sont déjà partis, qui vont continuer à partir. Je sais pas ce que ça va donner. Tu penses que c'est qui, toi, qui va passer? Moi, je pense que ça va être le RN. Ouais. Mais en tout cas, ça sera un extrême. Ouais. Ça, pour moi, ça ne changera pas. Il y aura un extrême, soit la droite, soit la gauche. Et le seul problème pour un entrepreneur, si l'extrême gauche passe, ça sera la fiscalité, elle sera rendue obligatoire. Où que tu fasses du business, le français, ça sera la fiscalité au passeport, quoi, l'impôt sur le passeport. Ah, ils veulent faire ça? Ouais. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ouais. Il faut demander la nationalité étrangère. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Et tu as de l'autre côté le RN, eux, veulent qu'il n'y ait plus de binationaux. Donc c'est soit tu es français ou soit tu l'es pas. Je vais te poser une question. Ouais. À ton avis, si demain les immigrés issus du Maghreb ou d'Afrique ont le choix entre choisir une seule nationalité, quel est le pourcentage de ceux qui prendront la nationalité de leur pays d'origine et ceux qui garderont la nationalité française? Moi, je pense 10% qui prendront la nationalité d'origine. 90% resteront français. Ah, exact. Même plus. Hein. Ouais. Non, plus. Plus? Ouais, 99%. Ouais, c'est chaud quand même. C'est facile de dire je quitte un pays, je pars, etc. Mais attention. Hein. Moi, je pense que ça sera que les entrepreneurs Oui. qui seront à l'aise. Oui, il faut de l'argent pour Ouais, partir. Hein. ouais. Il faut de l'argent, il faut connaître. Attention, les autres pays sont pas faciles. Hein. Tu sais, les gens, ils critiquent beaucoup la France, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Ça, faut vraiment le comprendre. Moi, tu sais, j'ai entrepris un peu partout. Je sais comment c'est ailleurs. Avantages et inconvénients partout, mais tu n'es pas non plus en sécurité au Maghreb, tu n'es pas en sécurité en Afrique. Attention, il faut être vigilant. Tu vois. Et je pense que les gens se plaignent. Oui, alors c'est facile. Je donne un exemple. Dans l'avion, c'est qui, par exemple, qui vient au Maghreb? C'est des immigrés de France qui viennent tous les 3-4 matins. Un Marocain qui est là, il va rarement en France. On est d'accord. Déjà, ils gagnent plus d'argent, ça leur permet de voyager, ça leur permet de bouger, ça leur permet de voir le monde. Moi, tu sais, quand je voyage à travers le monde, je trouve que ceux qui voyagent énormément, c'est les Français. Hein. Ouais. Ils sont partout. Hein. Attention, non. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, c'est un pays très bien développé, c'est juste un problème politique. Et dommage, parce que si demain, tu as un extrême qui passe, c'est dommage pour le pays. Hein. Mais je te dis, pour moi, ça vient du laxisme, de la justice, qui ne fait plus rien de façon normale. C'est tout. Tu te fais squatter ton appartement, tu ne peux pas virer les gens qui le squattent, sinon tu finis en garde à vue. Tu te fais squatter un magasin, c'est pareil. Tu vas porter plainte, on ne te rappelle jamais. Je ne sais même pas si les enquêtes sont faites. Donc tu payes des impôts pour plein de services que tu n'as pas. T'imagines, tu achètes un appartement à crédit, plus tu payes des impôts sur ton salaire, et tu te fais squatter ton appartement, et on dit revenez dans 4 ans, monsieur, ça rentre dans une procédure. C'est du non-sens. J'ai un ami, Tu comprends? il s'est fait tabasser en France, mais vraiment tabassé par 5 personnes. Il est allé porter plainte avec un genou en vrac, gonflé de partout. Ils n'ont pas donné suite à sa plainte. Il est parti à Dubaï. À ce moment-là, il a créé son
son entreprise d'e-commerce. Il est parti à Dubaï. Il faisait du commerce en ligne. Une nana n'avait pas reçu, c'était pendant le Covid, n'avait pas reçu dans les temps son produit à 15 €. Elle est allée porter plainte. La police l'a appelée. Mais non, mais il y a un moment donné, Wow. on fait rien aux criminels. Ouais. On embête que les gens qui travaillent. Ouais. C'est ce que je dis, on embête que les gens honnêtes. Il y a un moment, la justice, c'est du non-sens. Mais tu vas juste à côté, en Allemagne, au Luxembourg et tout, c'est très différent. Comme s'il y avait une bonne justice et moins de laxisme, et que ceux qui font des bêtises soient punis, mais tu n'aurais pas la montée du racisme. Tu ne l'aurais pas. Tu n'aurais pas de racisme. Ça serait juste. Ça serait comme à l'époque de nos parents, Oui. où c'était bien mieux. Oui. Il n'y avait pas de racisme. Parce que nos parents, ils allaient au travail, ils travaillaient, ils embêtaient personne, ils rentraient à la maison, ils faisaient leur vie, ils allaient au bled une fois par an, et c'était des gens qui respectaient les autres. Ils respectaient. Ils respectaient la France, ils respectaient les Français, etc. etc. Et il n'y avait pas autant de... Là ça devient... Tu as beaucoup d'insécurité, tu as beaucoup de choses qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais c'est normal, on ne fait rien. On ne va rien te faire. Ouais. Tous ceux qui sont dans le banditisme, on ne leur fait rien. C'est ouf, hein, de voir que ça se passe comme ça, c'est vraiment, vraiment ouf. Ceux qui sont embêtés, c'est que les entrepreneurs. Ouais. Là, Ouais. par contre, on va te traiter comme un voyou. Je sais pas, ça changera peut-être un jour, je sais pas. Faut rester optimiste. Qui gagne le mieux sa vie entre un commerçant ou un chef d'entreprise? Alors, commerçant et chef d'entreprise, comment moi je vois les choses, c'est... Par exemple, un commerçant, c'est quelqu'un qui a 1, 2 restos, brasseries. Commerçant, il les exploite, des affaires qui tournent très bien, qui a le commerce dans le sang. Et un chef d'entreprise, ça va être plus quelqu'un, par exemple, qui pilote une franchise de restaurant, par exemple, et qui est dans les bureaux. Je vois plus les choses comme ça. C'est pareil sans être pareil. Pour moi, mis à part à très haut niveau, tu arrives au niveau du 440 ou même en dessous, les gros chefs d'entreprise qui font 300-400 millions de chiffre d'affaires, je pense qu'à petit niveau, un commerçant gagne mieux sa vie. Hein. Un commerçant qui a 2-3 belles affaires, des très très belles affaires, il y en a pas mal, hein, j'en connais plein, qui arrivent à faire 20 millions avec 3 affaires et qui sont dedans et qui peuvent faire jusqu'à 5 millions de résultats, gagnent mieux leur vie qu'un chef d'entreprise qui va être dans les bureaux, qui va gérer plein de franchisés et qui va, je pense, gagner moins. Ouais. Tu vois, Donc, il sera plus dans l'administratif. C'est 2 métiers différents. Hein. Donc les commerçants, tu peux être un commerçant et gagner 5 millions d'euros. Ah ouais, il y en a. Tu peux être un très bon commerçant. Pour moi, commerçant, chef d'entreprise, c'est pareil sans être pareil. Je sais pas, enfin, ça veut tout dire et rien dire, mais un commerçant, il est dans ses affaires. Pour moi, je vois le commerçant comme l'homme de terrain. Bien sûr. Le chef d'entreprise, c'est plus l'administratif. Ouais. Et l'argent, il est dans le terrain. Ouais, tu l'as devant toi. Tu l'as devant toi. Quand tu l'as devant toi, c'est plus facile à prendre que quand c'est d'autres qui les ont devant eux. C'est vrai. Faut-il penser à la richesse d'entreprise de son entreprise et la développer ou penser à sa richesse personnelle? C'est-à-dire, en fait, avec les bénéfices que tu fais, Ouais. est-ce que tu les distribues ou est-ce Ouais, que tu fais grandir? tu les investis dans ta boîte? Tu sais que c'est marrant, il y a un jeune qui est venu m'interpeller dans la rue la fois dernière et qui m'a posé cette question. Ouais. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très naïf, je pensais qu'à l'entreprise. Jusqu'au jour où j'ai vendu. Mais avec l'expérience et le recul, je pense que pense à toi avant tout, à ton patrimoine perso. Une entreprise, elle peut ne pas durer. Une entreprise, c'est du vent. Elle peut ne pas durer. Alors, il y a des gens qui vont dire non, mais moi, je valorise mon entreprise. On les voit beaucoup dans les réseaux sociaux. Et le jour où je la vends, oui, mais déjà, c'est une chance de vendre. C'est pas dit que tu vas la vendre. De 2, peut-être pas au prix que tu veux. Et de 3, il va falloir arriver juste à ce moment où tu vas vendre déjà. Donc, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Je pense qu'il faut faire un peu des deux, mais il faut penser à son patrimoine personnel. Hein. Ouais. Surtout quand tu es jeune. Ouais. Et les grands chefs d'entreprise, ils pensent plus à leur richesse personnelle ou Aux deux. aux deux? Je pense aux deux. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, ils vont revendre. Tu sais que tu as plein de chefs d'entreprise qui ont revendu des parts de leur entreprise à leurs salariés. Mais il y a un moment donné, que ça soit que tu revendes à tes salariés
à un fonds d'investissement, même à tes clients, tu peux même vendre ta boîte à tes clients. À un moment donné, tu vends pour générer du cash perso. Parce que à un moment donné, tu dois te sécuriser à titre personnel. Tu vois ? Ouais. Faut pas que tu penses qu'à la boîte. Au début, quand tu es jeune, tu as 20 ans, tu es naïf, tu as créé ton business, tu dis la boîte, je vais développer, je remets tout l'argent dans les restaurants, je développe. C'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Il faut prendre l'argent à titre perso. Tu distribues, distribution de dividendes, tu payes de l'impôt, mais il faut garder de l'argent à titre personnel. L'entreprise ne t'appartient pas. Ouais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Merci à toi, Hakim. Et j'espère vous voir dans les prochaines vidéos. C'était un plaisir. Merci à vous, les amis. À bientôt.